La course du Fastnet, réputée pour son prestige et ses défis éprouvants, s'est transformée en un cauchemar d'une ampleur épique à l'été 1979, inscrivant son nom comme la course de yachts la plus meurtrière à ce jour. Au départ, nul n'aurait pensé que seuls 86 des 303 yachts finiraient dans la course et que 15 plaisanciers mourraient. La lutte ultime pour survivre en mer. Mais quels événements ont conduit à cette tragédie dévastatrice et les conséquences catastrophiques auraient-elles pu être évitées sans ? La flotte s'est lancée pour l'épreuve ultime de compétence et d'endurance lors de la célèbre course Fastnet. La course de 605 miles organisée par le Royal Ocean Racing Club était mondialement reconnue comme le sommet de la maîtrise en voile. La course a débuté à Cowes, sur l'île de Wight, un lieu emblématique de la voile britannique, et a emmené les concurrents sur un parcours exigeant à travers la Manche, dans les eaux instables des Western Approach. Il fallait contourner le rocher du Fastnet, surmonté d'un phare, puis revenir franchir la ligne d'arrivée à Plymouth. L'édition de 1979 a vu une flotte impressionnante de plus de 300 bateaux et environ 2500 marins attirés par l'attrait et le défi de cette course psychonique. Le temps estimé pour terminer la course variait de plusieurs jours pour les bateaux les plus rapides à environ 6 jours pour les autres, selon les conditions météorologiques et les capacités des navires. L'événement a présenté une flotte de bateaux axée sur la vitesse au détriment de la sécurité. Les critiques ont ensuite affirmé que certains yachts de course étaient en trop légers, trop larges et avaient en des coques trop peu profondes. Ces conceptions manquèrent de stabilité en mer agitée ou par mauvais temps. Ces navires légers et profilés visaient à obtenir un avantage concurrentiel dans la course, mais lorsqu'une tempête s'est levée, leurs défauts de conception sont devenus horriblement évidents. Course reconnue comme techniquement difficile, mais le risque de mauvais temps était jugé faible. C'était l'été, et les courses précédentes n'ayant connu que des vents modérés à forts, les participants pensaient avoir peu de chances de faire face à des vents de force tempête au départ de la course. En 1979, les prévisions météo informatisées étaient difficiles d'accès. La prévision météo opérationnelle reposait alors presque uniquement sur des cartes manuelles, les météorologues se concentrant surtout sur les 24 heures à venir. Ces prévisions étaient relativement précises, mais face à l'évolution rapide des phénomènes météorologiques violents, les résultats étaient assez médiocres. La majorité des concurrents consultés de la BBC Radio, dont le bulletin météo maritime de 18 heures prévoyait des conditions presque idéales. Un plaisancier a décrit cela comme partir en vacances. Notre départ était à 13h20 le 11, et il y avait environ 15 nœuds de vent. Une douce brise de force 3, c'était une belle journée, et nous étions prêts pour un excellent départ. À leur insu, une tempête se formait à 2000 milles au-dessus de l'Atlantique. Une bombe météorologique surgissait. Alors que les yachts descendèrent le détroit de Solon, ils faisaient en face à des vents légers, mais après avoir passé la pointe, le brouillard s'est levé et leur véritable épreuve a commencé. Le lundi 13 août, la dépression s'est intensifiée et les premiers signes de vent de force 9 sont apparus. Ce soir-là, les concurrents se sont retrouvés aux prises avec un cyclone extratropical implacable, marqué par des vents puissants et des vagues monstrueuses qui allaient endurer sans relâche pendant les 36 heures suivantes. La majorité des plaisanciers engagés dans la course se fiaient au bulletin maritime de BBC Radio 4 qu'ils écoutaient uniquement aux heures prévues. La première alerte de coup de vent est tombée juste après le bulletin de 13h55. L'avis de force 9 est tombé moins d'une heure après le bulletin de 17h50, puis l'alerte de force 10 à 22h45. Ce mauvais timing et la rapide évolution de la tempête laissaient les peu de temps à quiconque pour trouver un abri ou se préparer à son arrivée soudaine. La fureur de la tempête s'intensifiait d'heure en heure, les vagues gagnant en taille et en férocité, frappant les bateaux avec une force implacable. Le chaos régnait, les yachts chaviraient, les mâts se brisaient et les équipages luttèrent seuls contre les éléments. Aux premières heures du mardi 14 août, la tempête faisait rage et des fusées de détresse illuminèrent le ciel sombre.
Le vent atteignait la force d'un ouragan, soufflant en rafales à plus de 110 km à l'heure. La mer a formé des vagues monstrueuses de 15 à 18 mètres de haut. Elles dominaient les yachts de course, les frappant sans relâche de toutes parts. La combinaison de vents de force ouragan, de vagues gigantesques et de pluies torrentielles a créé un scénario cauchemardesque pour les marins. La visibilité a chuté, rendant navigation et détection des dangers presque impossibles. Les équipages ont lutté contre les éléments pour garder leur bateau à flot et garder le contrôle. Au cœur du chaos, les harnais maintenaient les marins au-dessus de la mer agitée, tandis que les cabines devenaient des champs de bataille, la nourriture et les cuisinières devenant des projectiles. Les vagues géantes frappaient les ponts, emportant le matériel et inondant les cabines. Les voiles déchirées par le vent rendaient les navires vulnérables et difficiles à manœuvrer. La force des vagues et du vent a endommagé la structure des coques, du gréement et des mâts de nombreux yachts, les rendant impuissants face à la tempête déchaînée. Pour ceux qui étaient piégés au cœur de l'océan déchaîné, le temps semblait s'étirer à l'infini. Les chavirages et retournements sont désormais courants, la mer malmenant les bateaux. Des navires ont chaviré, forçant leurs équipages à s'accrocher aux coques ou radeaux, luttant pour survivre. D'autres ont connu des avaries majeures, les mâts cédant sous la pression. L'absence de GPS et de technologie de communication à cette époque a encore aggravé la situation dangereuse. Les radios ont permis de lancer de nombreux appels de détresse, saturant les ondes et déclenchant une vaste opération de sauvetage aéronaval. La Royal Navy, la Royal Air Force des navires civils et 14 canots de sauvetage ont mené une mission audacieuse pour sauver les marins en danger. Dans les jours suivants, de nombreuses missions ont eu lieu à plus de 60 miles des côtes. Les hélicoptères, limités en carburant, ont permis à leurs équipages courageux de réaliser des sauvetages spectaculaires depuis des radeaux et bateaux en détresse pris dans les gréements. À bord du Grimalkin, voilier de 30 pieds, 2 des 6 membres d'équipage étaient morts, un autre laissé pour mort, illustrant héroïsme et perte. Maintenant, je sais que Mathieu Chian, David Wheeler et Mike Doyle étaient effectivement partis dans le radeau de survie, me laissant seul. Ils avaient une décision à prendre, à savoir qu'ils pensaient que Jerry et moi étions morts. Je suis resté sur le bateau à écoper, utilisant Jerry à la fois pour canaliser ma colère et comme inspiration. Environ 12 heures plus tard, un hélicoptère de la Royal Navy est venu me récupérer. Je l'ai vu arriver à l'horizon. Plus de 130 yachts ont été sauvés lors de la plus grande opération de sauvetage en temps de paix au Royaume-Uni. Les efforts collectifs de plus de 4000 personnes ont permis de sauver environ 140 marins, mais tragiquement, 15 plaisanciers ont perdu la vie. 2 non-concurrents et 4 autres personnes suivant la course sont également décédées, 4 jours éprouvants après le départ le 15 août. Sur les 303 bateaux au départ, seuls 85 yachts ont finalement atteint Plymouth. Tenacious, appartenant au patron de CNN Ted Turner, a remporté la course selon le système de handicap. Mais le SV Condor des Bermudes a été le premier yacht à franchir la ligne d'arrivée, battant le record de la course de 8 heures, terminant en 71 heures, 37 minutes et 23 secondes après la Fastnet Race de 1979. L'enquête a mené à des recommandations clés sur la sécurité, incluant des contrôles et l'amélioration de l'équipement des bateaux. Le rapport indique que la plupart des décès étaient liés au radeau de survie. 3 personnes sont mortes lorsque leur radeau s'est retourné et désintégré. 3 personnes sont mortes en essayant de monter à bord d'un navire depuis leur radeau retourné. Une autre est décédée lorsque son radeau s'est retourné et s'est éloigné. 2 autres ont malheureusement été piégés dans le cockpit d'un yacht retourné, ce qui a entraîné leur décès. Par mauvais temps, 6 personnes sont tombées à la mer depuis des yachts. L'enquête a également mis en évidence des vulnérabilités dans la construction des yachts, telles que le drainage du cockpit et les dispositifs de rangement. Après cette tragédie, des modifications ont renforcé l'étanchéité, surtout dans la conception des descentes. De nouvelles règles limitent la course à 300 yachts, rendent les radios VHF obligatoires et fixent des critères de qualification pour tous les participants.
La Fastnet Race de 1979 demeure un tournant tragique dans l'histoire de la course au large, obtenant la triste distinction d'être la course de yacht la plus meurtrière à ce jour. Regardez cet épisode. Si vous l'avez trouvé intéressant, likez et commentez pour soutenir la chaîne.